Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, c'est l'émission du lundi qui traite de toute l'actualité rugby. Au sommaire ce soir. La crise au Stade français, Karim Ghezal remercié, bouc émissaire, bonne solution. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. La Pro D2 et le départ en fin de saison de Mauricio Reggiardo, le manager de Provence, sera avec nous à 20h45. Retour sur l'exploit du week-end, la victoire de l'UBB à Toulouse hier soir. Christophe Le Suc, entraîneur de la défense des Girondins, sera avec nous dans quelques instants. Et le grand témoin à 20h30 sera un ancien de la maison UBB, Julien Ray. C'est parti pour 1h100% rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe Smanguero. Salut François, bonsoir à tous. Bonsoir Yoann Huget. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes là depuis un moment. Je crois que vous êtes là depuis 19h devant la porte du studio Sud Radio. C'est bien, vous êtes arrivé à l'heure ce soir, Yoann, bravo. Quentin, salut. Bonsoir à tous. Et puis Antoine Mazer est avec nous pour bien nous rappeler les 3 infos du jour, parce qu'il s'est passé des choses. Eh oui, bonsoir François. Ça avait commencé cette nuit, un mot de rugby féminin avec l'équipe de France féminine qui dispute actuellement le Women 15 au Canada. Les Françaises affrontaient les Canadiennes cette nuit à Vancouver et une défaite sèche des filles de Gaël Mignot, David Ortiz, 46-24. Il reste 2 matchs au bleu pour rectifier le tir contre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Et puis, tu le disais, François, ça bouge au Stade français. C'est de l'information de ce lundi. L'entraîneur en chef du Stade français, Karim Ghezal, a été démis de ses fonctions par la direction sportive du club parisien. Arrivé en 2023 à l'issue de la Coupe du Monde, plusieurs tensions entre Karim Ghezal et le vestiaire ont éclaté depuis plusieurs mois. La 3e défaite de la saison pour Paris à Pau ce samedi a été fatale pour l'entraîneur parisien. C'est le technicien anglais Paul Gustard jusqu'à là en charge de l'organisation du secteur défensif qui va prendre plus de responsabilité. Le top 14, bien sûr que vous avez suivi sur Sud Radio en intégralité la 4e journée qui s'est conclue hier soir par la victoire historique des Bordelot-Béglés 16-12 à Toulouse, mettant fin à une série d'invincibilité des Hauts-Garonnais à domicile depuis 2 ans et 7 mois. L'UBB est donc leader du top 14 avec le même nombre de points que le Stade Toulousain et Toulon. La Rochelle, Lyon et Castres complètent le top 6. Le Stade français est avant-dernier devant Vannes qui est lanterne rouge. Voilà donc les Girondins de l'UBB qui l'ont emporté à Toulouse, voilà, mais qui ont mis fin à 2 ans et demi d'invincibilité. 33 matchs que les Toulousains remportaient à Ernest Vallon ou devant leur public. Eh bien, l'UBB a réussi. C'est quoi, c'est un exploit, Philippe ? Bah oui, on le disait, 2 ans et 7 mois d'invincibilité toulousaine, et puis surtout il avait une saveur particulière ce match puisque c'était la première fois que ces 2 équipes s'affrontaient suite à la dernière finale. La question était posée de savoir si l'UBB avait digéré et avait réussi mentalement à passer le cap de cette lourde défaite. Je crois qu'on a un bout de réponse avec la prestation d'hier soir. Ouais, effectivement, victoire 16-12. Johan, c'est pour ça que tu es arrivé 1 heure à l'avance et que ça a complètement déréglé cette victoire de l'UBB sur la pelouse de Toulouse. Cette victoire ou la défaite de Toulouse m'a déréglé sûrement, mais en tout cas, ils avaient bien préparé leur coup. Made in Yannick Bru, depuis le début de la semaine, une équipe de l'UBB qui fait tourner, qui vient pas avec ses forces vives, mais ils ont présenté une très très belle équipe. Ils ont fait preuve de solidarité en défense pour justement s'imposer face à une équipe toulousaine qui a été quand même beaucoup de difficultés à transformer le jeu, que ce soit par les avants ou par les 3/4, avec beaucoup de rucks ralentis. Justement, la défense, elle a été saluée par Johan, elle a été saluée par Yannick Bru justement dans sa conférence de presse après le match hier soir, l'entraîneur de l'UBB. On est avec l'entraîneur de la défense de l'UBB, c'est Christophe Le Suc qui est avec nous en direct. Et avant qu'il aille se coucher, on est content de l'intercepter. Salut Christophe. Salut à tous, bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu la victoire de la défense, même si on a vu de beaux essais. On en a vu 2 inscrits par l'UBB, mais c'est vrai qu'on a vu quand même une débauche d'énergie défensive. Tes joueurs et toi notamment, vous aviez rendez-vous hier à Ernest Vallon. Je crois que les joueurs ont été très malheureux. Moi, je les ai vus dans un état un peu, c'était compliqué. La finale à Marseille, c'est vraiment un mauvais souvenir. C'est vraiment un sentiment triste. Moi, j'étais triste ce match à Marseille parce que nos joueurs, c'est des grands joueurs, c'est des bons joueurs. Ils avaient fait une belle saison et ça s'est fini de manière vraiment vraiment triste pour nous.
eu tous les qualificatifs ridicules, pas évité, tout ça. Et moi, j'avais vraiment mal au cœur ce jour-là, et je suis content avant tout pour eux, parce que quand on voit la détresse de Max Lucu et le bonheur et le match qu'il a fait hier soir, lui, c'est un symbole, c'est notre capitaine, et d'autres, lui et d'autres. Quand je vois le bonheur, l'énergie qu'ils ont mis dans ce match, tout ce qu'ils ont accompli en termes d'efforts en plaquage, en défense, en contre-ruck, et même offensivement, parce qu'il y a un essai en compte, mais il y a un bel essai qui est sur un premier temps de jeu, il y a une autre ou deux autres occasions, donc non, voilà, je crois qu'on va pas expliquer pourquoi on a gagné ce qu'on a fait. Voilà, il y a des jours où les choses fonctionnent bien, mais en tout cas, moi, je suis heureux pour tous ces joueurs et pour tout ce groupe. Philippe Songuero pour Christophe Lossuc, entraîneur de la défense de l'UBB, qui est avec nous en direct. Ouais, Christophe, bonsoir. D'abord, bravo, parce que c'est vrai qu'on a pu douter en voyant la composition d'équipe cette semaine de savoir si il y avait une volonté d'impasse ou pas. La question s'était posée, je l'avais lu dans la presse. Bon, le résultat d'hier montre qu'il n'y a eu aucune impasse. Et puis, au-delà de certitudes un peu collectives, défensives, on vient de le dire, avec notamment cette image-là de cette fin de match sur votre ligne quasiment sans faire de faute. Il y a eu aussi l'enjeu de la discipline. Il y a des réussites quand même et des satisfactions individuelles. On a senti Johnny Gray très bien impliqué dans le collectif, le repositionnement de Beauchaton, le match de Mathieu, Bielbarré, Moefana. Donc, est-ce que à titre individuel aussi, vous avez des satisfactions fortes suite à ce match et des réponses par rapport au début de saison? J'ai pas envie de rentrer sur l'individu, mais forcément, on a été pour être bon collectivement, il faut avant tout être performant individuellement. Et hier, on a vu beaucoup de joueurs, tu les as cités, qui ont fait des belles performances, et d'autres. En tout cas, il n'y en a aucun qui a flanché, parce que face à ce genre d'équipe, il y a eu des moments où on a fait le dos rond. Il y a eu des grosses séquences des Toulousains où on a souvent subi, on a été pas loin de craquer, mais il y a toujours eu, je dirais, le petit supplément d'âme, le petit supplément de travail, d'efforts qui ont compensé ça. Et ça, je pense que c'est plus collectivement que les joueurs avaient envie de faire quelque chose, et on l'a vu jusqu'à cette 80e minute. Moi, honnêtement, les 10 dernières minutes, j'étais vraiment pas confiant. On n'avait plus le ballon, on était pénalisé, on sentait que nos joueurs étaient un peu fatigués. J'avais peur du scénario encore catastrophe avec ça aurait pu arriver, parce que l'essai de Toulouse qui refusait, il y en a un avant qui est assez léger, on aurait pu le prendre. Voilà, ça aurait pu tourner à notre défaveur. On aurait pu se mettre à l'abri aussi avant sur les sauts laissés rater d'Enzo Rebier. Bon, mais voilà, mais j'ai pas forcément envie de sortir une performance individuelle. Je crois qu'ils avaient tous, les 23, voire un peu plus, envie de faire une belle performance, et ils l'ont fait. Ils ont mis beaucoup de cœur. Vous savez, la défense, souvent, c'est multitude de petites tâches individuelles, et quand tout le monde fait son job, c'est beaucoup plus facile, et c'est ce qui s'est passé hier. On le sait, parce qu'autour de la table, il n'y a que des gros plaqueurs là, n'est-ce pas, Johan? Ah oui, Johan, ouais. Un troisième ligne légendaire, Philippe Songuero, surtout, qui a dû se régaler hier. Johan, pour Christophe. Non, salut Christophe, en tout cas félicitations, parce que vous avez fait preuve de solidarité, et on vous a senti dès les premières minutes impliqués, et beaucoup d'intensité dans ce match, même si le score le reflète pas trop. Mais est-ce que cette victoire-là vous procure pas au-delà des 23 sur cette rotation, où De Porter n'est pas là, Penaud n'est pas là, des garanties sur votre effectif pour tout au long de la saison? Ça a été un peu le constat de la fin de saison dernière, où on est arrivé émoussé, et c'est en partie à cause des rotations qu'on a peut-être pas assez faites la semaine dernière, plus d'autres choses, comme nos joueurs, certains ont enchaîné la Coupe du Monde, le tournoi destination. Nous, on a eu un barrage à jouer l'an dernier par les Toulousains, un jour de plus, un jour de moins en tout cas, entre la demi-finale et la finale. Il y a plein de, je dirais, il y a plein de petites causes qui ont pu expliquer notre explosion en finale. Une de celles-là sur lesquelles on essaye de remédier, en tout cas c'est le discours du staff et de Yannick, c'est d'instaurer plus de turnover dans notre effectif, de se forcer à tourner plus, de reposer plus les joueurs plus souvent. C'est ce qu'on a fait malheureusement à Lyon, soldé par un échec, là aussi à la dernière minute. Là on a encore tourné 8 ou 9 joueurs, ça a réussi, ça c'est de bon augure pour l'émulation au sein du groupe, c'est de bon
de bon augure pour la suite de la saison de pouvoir se dire que même si on a un ou deux blessés, mais on est capable d'avoir un collectif qui tient la route. Vous savez, on n'est pas les seuls. Je crois qu'il y a plus d'équipes type comme avant où il y a une équipe de 15 titulaires et les autres qui jouent les impasses, les choses comme ça. Je crois que les équipes qui jouent du tableau depuis pas mal de saisons sont obligées d'instituer des rotations, de mettre une certaine compétition dans le groupe et nous on a envie de fonctionner peut-être un peu plus que l'an dernier, mais l'an dernier il y avait déjà de la concurrence, il y avait déjà des rotations dans le groupe. Christophe, est-ce qu'il y a eu un travail particulier, spécifique dans ton secteur dans la semaine qui a précédé le match à Toulouse? Parce qu'on imagine que quand on va à Toulouse, il faut bien quand même préparer un petit peu plus que d'habitude. Je crois qu'on a été, le secteur défensif a été critiqué quand même, je trouve un peu de manière injuste après le Racing justement, où c'est vrai qu'on encaisse 30 points, mais on en marque 50, donc c'est toujours, je dirais, il y a toujours des relâchements un peu coupables quand on mène avec 4-5 essais d'avance, on a forcément un peu moins envie de défendre, on a forcément envie de s'amuser un peu et on a failli le payer contre le Racing parce que on s'était fait déjà enlever le bonus offensif contre le Stade Français la première journée, la dernière minute, alors qu'on avait quand même marqué pas mal d'essais aussi, donc c'est vrai qu'on avait encaissé beaucoup d'essais sur ces 3 premières journées, on a été un peu critiqué, tout le monde parlait. Tout le monde a parlé de la défense par rapport à la qualité de notre attaque. Moi, j'étais pas forcément inquiet. On a mis un peu forcément plus l'accent sur la défense. Et puis, en tout cas, on savait à Toulouse, on n'allait pas avoir 70% de possession. Donc, souvent, les matchs à l'extérieur, ça a toujours été le cas. Il faut d'abord être bon sur les bases, sur la défense pour pouvoir espérer quelque chose. Donc, on a peut-être un peu plus insisté sur la défense cette semaine. Je pense que les joueurs ont pris conscience qu'on avait des relâchements sur ces 3 premières journées qui étaient pas forcément concevables à ce niveau. Voilà, il y a peut-être une prise de conscience et ça a plutôt bien fonctionné. Après, l'an dernier, on a quand même une défense qui a plutôt bien fonctionné globalement cette saison, notamment les matchs importants avant la finale où tout le monde est passé à travers, mais en quart de finale, en barrage, on avait fait une très bonne performance de défense, en demi-finale aussi. Donc je pense pas on n'a pas révolutionné notre défense cette semaine. On a un peu mis l'accent un peu plus dessus, voilà. Mais en tout cas, c'est inévitable quand vous allez à l'extérieur et à fortiori à Toulouse. Christophe, il y a un point de satisfaction aussi. On a parlé bien sûr de la défense, mais il y a les zones de ruck. Johan a dit que ces Toulousains avaient été perturbés par votre performance à vous justement dans ces zones-là. On sait que Toulouse dans le domaine est quand même très fort, même si il manquait Willis, il y avait Marchand, il y avait Cross, et vous notamment en première période, vous avez largement rivalisé. Est-ce que c'est le match référence pour vous dans ce secteur ? La défense, elle est énormément liée à la qualité des rucks et des rucks défensifs. Enfin, moi, je parle du secteur défensif. Et inversement, offensivement, on est efficace quand on est efficace sur les rucks. Donc, forcément, pour endiguer, je dirais, ces vagues et ces joueurs de qualité des Toulousains, il y a forcément un accent à mettre sur les rucks, ralentir les ballons, si possible même contester et se procurer des turnovers. Vous en avez plusieurs. J'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup de turnovers gagnés hier. Il y a 7 turnovers, je crois, sur ruck. Il y a une quinzaine de turnovers, donc c'est plutôt une bonne performance. On avait pêché contre le Racing, clairement. Contre le Racing, je crois qu'il y avait on avait été un peu dominé sur la possession, sur 130 rucks, on avait récupéré 3 ballons. C'était beaucoup trop faible. Hier, il y a eu 130 rucks parce qu'on a eu peut-être que 40% de possession, mais on a été quand même beaucoup plus efficace. En tout cas, on a ralenti. Il y a eu des rucks où on a carrément contesté, on a provoqué des pénalités comme la dernière, parce que la dernière, c'est une pénalité, l'arbitre les prend offensivement, parce que justement, il y a une bonne présence de notre part. Donc, je crois que les rucks défensifs, c'est la clé de toutes les défenses aujourd'hui, et on avait mis un peu l'accent comme tous les matchs. Ouais. Bon, Christophe, merci en tout cas. Et voilà, on a envie de te souhaiter une bonne nuit. Parce que je sais qu'elle a été courte quand même la nuit précédente. On a vu des images sur les réseaux. Vous avez été bien accueillis par Trevor Brennan, je crois, non ? C'est ça. On peut rien cacher maintenant avec les réseaux, tout est même sur même Yannick Bru s'y est mis alors. Ah ouais, bon alors là, même si les vieux s'y mettent, il n'y a plus de moyen de garder un secret alors. Voilà. Bon, en tout cas, reprise demain et prochain match, ce sera face à Bayonne. Hein, ce sera samedi, on le vivra dans le multiplex sur Sud Radio. Merci Christophe. 20h17, merci. Comme on a dit. Voilà, et bonne nuit. En tout cas, c'était sympa d'avoir aussi le détail de cette performance
performance gigantesque dans le secteur défensif de la part de l'UBB hier dans ce match qui a été l'épilogue de la 4e journée. Victoire de l'UBB 16-12 à Toulouse après 2 ans et demi d'invincibilité des Toulousains à domicile. Et dans un instant, on va parler de la crise du jour, celle du Stade Français. Un entraîneur remercié. On va vous demander votre avis au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous au 0826 300 300 pour les vraies voix du rugby, l'émission du lundi, l'émission qui débriefe de l'actualité. Et l'actualité du jour, c'est le limogeage de Karim Ghezal. Johan Huget, avant de bien sûr répondre aux auditeurs qui vont et d'échanger avec les auditeurs qui vont nous téléphoner. Johan, ça t'a surpris toi cette annonce? Elle est tombée à peu près à la mi-journée. Karim Ghezal, qui était l'entraîneur en chef et qui a été remercié. Voilà, on sentait qu'il y avait quand même de l'eau dans le gaz depuis quelques temps, mais est-ce que ça t'a surpris? Ça m'a surpris, d'autant que la saison dernière, elle est plutôt correcte. Ils arrivent en demi-finale et on s'aperçoit que 3 journées après le début de la saison, il commence à avoir des têtes qui tombent. Il faut chercher des coupables. Alors le pourquoi du comment, aujourd'hui, on suppute beaucoup de choses, mais on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles ils sont tombés d'accord sur un départ. Mais il fallait peut-être un électrochoc, et ça venait du limogeage de Karim Ghezal. Philippe, c'est surpris ou pas surpris? Alors surpris à peine par la temporalité, parce qu'on est tôt quand même dans la saison, même si le Stade Français a des ambitions affichées qui sont élevées et que les points il faut les prendre, mais pas vraiment, parce que la saison dernière il y avait déjà eu cette rumeur, et puis je crois que c'est sur un match, une victoire à Pau, il me semble. Non, défaite à Pau, où il y a une défaite à Pau, voilà, mais après il y a une victoire à Bordeaux qui les sauve avec une interception. C'est ça, la victoire à Bordeaux qui a priori sauve un peu Karim Ghezal, et puis ensuite ça s'enchaîne plutôt bien et la saison se finit bien et il n'y a pas de raison de se séparer de lui. Mais je crois qu'il était déjà un peu dans le collimateur d'une partie du vestiaire, et donc dans ce championnat qui va très vite, où on laisse des points en route qu'on a du mal à rattraper, il fallait prendre des décisions tôt, donc pas vraiment surpris. Thibaut nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Thibaut. Bonsoir la team Sud Radio. Ouais, merci d'être avec nous en direct, supporter du Stade Français. Bien sûr. Bien toujours. sûr. J'imagine. Est-ce que c'est pour toi la bonne solution? Là, il y a 3 défaites, une victoire. Il y a un contenu qui laisse à désirer pour une équipe qui a des ambitions. Est-ce que c'est la bonne solution pour toi, le limogeage de Karim Ghezal? Je voudrais revenir 2 ans en arrière à des déclarations du propriétaire, le Dr Wild, qui a recruté Karim Ghezal et Laurent Labitte et a viré Gonzalo Quesada. Et 2 ans après, c'est un peu à la même temporalité, en tout début de saison, et un gros clash. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a des tensions, on dit qu'il y a des tensions entre les joueurs, on dit qu'il y a des tensions entre le staff et Karim Ghezal. Moi, je comprends pas trop ce type de décision. Je voudrais bien avoir l'avis de Philippe Spanghero en communiquant. J'ai vu le communiqué du Stade Français qui est laconique, qui est très et ça me rappelle le communiqué du départ de Sergio Barrize en 2019. C'est le même type de communiqué sec, direct, sans explication. Donc moi, je suis un peu dubitatif sur ce manière de faire. Moi, j'ai toujours été supporter du Stade Français, je le supporterai toujours, mais ce type de procédure, ça me rappelle beaucoup le foot. Alors, à la fois, ils sont proches du parc aussi, donc c'est ça. Philippe, alors, sur le procédé, on va dire. Alors, en comparaison, moi aussi, je me suis fait la remarque, j'ai trouvé le communiqué vraiment très froid. Après, en comparaison avec Sergio Barrice, pour moi, il y a des choses à dissocier. C'est vrai que quand un club se sépare sans mot fort de quelqu'un qui a écrit l'histoire du club, ça pose vraiment des questions sur l'âme même et l'identité du club. Je crois que le Stade Français fait partie
partie quand même de ces clubs, en plus avec l'héritage de Thomas Lombard aujourd'hui, qui ont toujours su accorder une place particulière à l'histoire, aux grands anciens. Donc la façon dont Sergio Parisse est sorti m'a moins interpellé. Karim Ghezal, moins, il a quand même pas marqué l'histoire de ce club. L'année dernière avait déjà été évoqué son éviction. Donc voilà, je sens par ce communiqué que on était arrivé au bout de l'histoire et que peut-être même dans les têtes la décision était prise avant. Johan, est-ce qu'il n'y a pas erreur de casting quand même? Parce que dès le début, on a entendu qu'il y avait de la friture sur la ligne entre Ghezal et les joueurs, entre Ghezal et d'autres membres du staff. Voilà. Est-ce que finalement, ils n'ont pas fait une erreur? Non, ils ont fait une erreur parce que la promotion de Karim Ghezal après l'équipe de France comme manager général d'un club, sans forcément avoir d'expérience dans ce milieu-là et dans ce domaine, n'était pas prématurée. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Dans les explications de Karim Ghezal, elles étaient relativement claires en début de saison dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un article pour apaiser tout ça. Et derrière, c'était reparti. Aujourd'hui, les tensions, peut-être il y a eu des non-dits et ça ressort quand le club va un peu mal. On a l'habitude de remettre un peu tout en question, et notamment le coach et Karim Ghezal. Après, ça n'empêche pas son efficacité qu'il a pu avoir avec le 15 de France. Mais gérer un club, au quotidien, c'est totalement différent. Et peut-être qu'à ce moment-là, le statut était peut-être un peu grand. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Johan, c'est très vrai, et c'est une question pour moi qu'on me pose pas assez, qui m'interpelle. En fait, on a tendance à penser que manager, c'est la suite logique de quelqu'un qui est très bon dans son domaine, sur son périmètre, la conquête, la défense. Mais en fait, je suis pas d'accord avec ça, parce que je vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui ont été très bons dans un secteur sur l'entraînement sur le terrain et qui ont jamais réussi dans le management. C'est deux métiers différents en fait. Et c'est pas pour moi une tare ou un manque d'ambition que d'avoir quelqu'un qui dit moi j'aime le terrain, j'aime la spécialité, je suis fait pour faire la conquête tout le temps. Le management des hommes est différent, et c'était la première fois que Karim Ghezal l'assumait, et on a vu assez vite que ça passait pas, avec, je trouve, en plus des erreurs de communication qui étaient forcément innocentes de sa part, mais des fois on a senti comme l'année dernière qu'il s'appropriait beaucoup c'était ses décisions, il disait beaucoup j'ai décidé, Est-ce que c'était vis-à-vis de Laurent Labitte? Enfin, je veux dire, parce que c'était pas évident, il avait Laurent Labitte au-dessus de lui aussi. Ouais, il avait Laurent Labitte au-dessus. Alors après, c'est toujours difficile de savoir concrètement quel est le périmètre qu'on lui avait laissé, mais moi c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Johan, je trouve qu'on se trompe parfois. Il y a des gens qui sont faits pour être des très bons techniciens et rester toute une carrière d'entraîneur de très bons techniciens. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi s'ils sont pas passés managers. C'est un autre métier. Oui, On a l'exemple en équipe de France avec William Servat, qui sait très bien le domaine et il le maîtrise parfaitement. La mêlée, il la domine et il la maîtrise. Et il n'empêche que, est-ce que c'est un bon manager? Même lui, je suis pas sûr qu'il soit convaincu. Oui, puis maintenant, je pense qu'il a jamais fait de démarche pour prendre un club en management, etc., parce qu'il sait que c'est pas fait pour lui, certainement. Thibaut, est-ce que ça va être un nouveau départ pour le Stade Français, en quelques mots, pour conclure? Je ne sais pas. Moi aussi, je suis un peu dubitatif en tout début de saison aussi sur le management sportif et sur la préparation, parce que je trouve qu'il y a énormément de blessés au Stade Français. Là, il y a quasiment plus de première ligne. Il y a 3 premières lignes qui ont été blessées. Je comprends pas. Alors après, est-ce que ça peut être un électrochoc en interne? Je ne sais rien. Est-ce que Karim Ghezal peut-être s'entendait, pour moi, les rumeurs qu'il y a entre supporters, s'entendait pas avec certains joueurs, peut-être qu'il s'entendait pas aussi avec Laurent Labitte, on n'en sait rien. Ce qui se passe en interne, on n'a pas trop d'infos par rapport à ça en tant que supporter. Est-ce que ça peut être un électrochoc? On sait que ce club est vraiment atypique, qui fonctionne aussi à l'affect. Donc peut-être que ça va développer quelque chose, mais ouais, je suis assez inquiet. Mais si je peux comparer avec l'autre club qui est de l'autre côté du périph', là, celui qu'on adore détester, le Racing, donc. je remarque que ça. Comment? Le Racing, donc, pour ne pas le nommer. Oui, voilà, je vais pas le nommer.
Je crois qu'il se passe des choses et on ne vire pas les entraîneurs. Donc je suis un peu dubitatif de ce qui se passe et des méthodes un peu rudes. Voilà. Bon, ok. Après, on a l'impression que le Stade français vit quand même à réaction. Quand Quesada se fait limoger, on sent un groupe qui se soude et qui arrive à accrocher les barrages. Et c'est un groupe qui vit quand même à coup de réaction et qui arrive à se souder dans la difficulté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Stade français. Merci Thibaut de nous avoir appelé au 0826 300 300 et bon match dimanche, ça sera samedi contre Montpellier dans le Multi-Sud Radio. À tout de suite, les vraies voix du rugby continuent. Vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix du rugby chaque lundi bien sûr, et chaque lundi nous recevons un grand témoin, un ancien joueur, oui, qui a œuvré dans un des clubs ou une équipe dont on parle. Ce soir c'est Julien Ray, l'ancien 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Bègles qui était avec nous, passé également par Colomiers et par Carcassonne, et que Philippe Songuero et Johan Huget connaissent très bien. Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Julien, t'as passé combien à l'UBB? 8, 9 ans 9 ans, ouais. 9 ans. Ça reste le club qui a marqué ta carrière? Ah bah oui, clairement, ouais. Bon. C'est le club où j'ai joué le plus longtemps et où j'ai connu le top 14 aussi surtout. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, t'es quoi? T'es quand même toulousain dans l'âme. Donc hier soir, t'étais comment entre le Stade Toulousain et l'UBB? Ça, c'est une question compliquée. En étant petit et en ayant grandi en Haute-Garonne, parce que c'est le club phare du coin. Donc je vais dire que hier soir, pour pas me faire d'ennemis à Bordeaux, j'étais pour Bordeaux, quoi. Mais ton cœur est quand même toulousain. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu vois l'évolution de l'UBB là, qui a été finaliste, certes malheureux, on en a parlé, mais qui hier a réussi l'exploit de l'emporter à Toulouse. Comment tu vois l'évolution de ce club que tu connais bien et de son président Laurent Marty, qui t'a sans doute fait venir sur les bords de la Garonne? Plus haut, la vraie Garonne, hein, je veux dire. Enfin, tu vois, parce que moi étant de Bordeaux, Non, l'évolution que je vois surtout, c'est en termes de caractère, de continuité aussi dans le recrutement. Ils n'ont pas fait un gros recrutement en termes de quantité. Ils s'appuient surtout sur la qualité. Et voilà, ça fonctionne. On aurait pu croire qu'ils auraient eu la tête en bas du guidon en début de saison parce que la finale a dû être compliquée à digérer, mais voilà, ils s'en sortent très bien dans ce début de championnat. Philippe Songuero pour Julien Ray, voilà notre invité ce soir, notre grand témoin. Ouais, Julien, salut. Écoute, je suis content de te retrouver parce que ça rappelle quelques bons souvenirs de jeunesse. Et bravo d'abord pour ta carrière parce que je crois que j'ai pas eu l'occasion de te recroiser et pour te le dire de vive voix. Mais pour revenir sur l'UBB, c'est vrai que tu as raison. Et ce que disait Johan tout à l'heure, ce qu'on sent quand même, c'est cette capacité à trouver cette profondeur de banc. On a entendu que c'était un des objectifs principaux de Yannick Bru. Et hier, c'est vrai que on a vu notamment, on parlait des performances individuelles tout à l'heure. Est-ce qu'un des éléments de réponse principaux, c'est pas ça, cette profondeur de banc de très haut niveau qu'arrive à construire l'UBB au fil des saisons? Ouais, je pense que clairement ils essayent de s'appuyer sur de recopier un peu le modèle du Stade Toulousain. Donc voilà, ils essayent d'avoir une grande profondeur de banc et de faire de plus en plus confiance à la formation aussi. Voilà, ce qui est important et qui les a fait grandir. Est-ce que le jeu que pratique actuellement l'UBB, on va dire avec la patte McNamara, là, qui est l'entraîneur adjoint en charge de l'attaque aux côtés de Yannick Bru, est-ce que ce jeu te rappelle celui que tu as connu lorsque vous êtes monté en top 14 avec notamment Vincent Etcheto qui était votre entraîneur? Alors franchement, on va dire, ça peut rappeler ce jeu-là parce que voilà, c'était notre fond de commerce, on essayait un peu de jouer de partout, mais bon là il faut se rendre à l'évidence, il y a des meilleures individualités, donc ça fonctionne mieux quand même. On rappelle quand même que tu as eu 2 sélections en équipe de France, Julien. J'ai l'impression qu'il y a de la modestie dans tes propos. C'était en 2016, je crois, tourné en Argentine. Oui, c'est ça. Non, il y a pas de la modestie, c'est en toute objectivité, quoi. Ouais. Johan, justement par rapport à cette patte offensive de l'UBB, toi, t'en penses quoi? Je trouve qu'ils se sont. Il y a ce jeu de
trois quarts avant, ils arrivent à avoir ce jeu de transition aujourd'hui qui leur permet d'avancer, des avant-conquérants. C'était pas le cas l'année dernière à chaque sortie, même en faisant tourner. Et hier, on les a sentis assez conquérants devant, malgré quelques déficiences en touche. Mais on a senti des avant-conquérants. La patte de Chantuverby et Yannick Bru qui ont joué maintes fois ensemble à Toulouse. On l'a senti hier. Mais je vais demander à Salut Julien, qui pensait lui de cette ligne de trois quarts surtout, parce qu'il a été au centre des débats bordelais pendant des années. Et quand il voit cette ligne de trois quarts, ce qu'il en pense. Alors, franchement, je trouve qu'ils ont une super ligne de trois quarts. Et en plus, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que c'est beaucoup de jeunes joueurs et français pour la plupart. Donc c'est super, quoi. Ça prouve qu'on a un super réservoir dans le pays, quoi. Et après, il y a des jeunes qui poussent, il y a des jeunes qui arrivent tous les ans à Bordeaux, donc ils ont trouvé aussi ce rapport à la formation et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Est-ce que toi, tu avais vu arriver le jeune Deporter, par exemple est-ce que vous avez pu vous croiser ou il est encore trop jeune? Alors, j'en avais entendu parler, mais il était très jeune, il avait les cheveux longs à l'époque, très longs, et je l'avais jamais vu jouer là. D'accord. Ces confrontations quand même entre l'UBB et Toulouse, hier on a vu un très bon match de rugby, je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais ça nous rappelle quand même, moi je me souviens d'un magnifique match qu'il y avait eu à Chaban, je pense à 2012, contre le Grand Toulouse, où il y avait du sautoir et vous aviez pris le large pour finalement vous faire rattraper. Je crois qu'il y avait eu quasiment match nul ou une victoire sur le fil des Toulousains. Vous avez gagné d'un point, François. Ah ouais, vous aviez gagné d'un point. Ah ouais, tu t'en souviens toi quand même, Johan, de celle-là. On s'en souvient des victoires à Bordeaux, c'est pour ça. C'était la première année de ton retour, non, la U? Non, pas encore. Ça faisait 3 ans que j'étais là. C'était la première année d'Hugo. Non. La première ou la deuxième année d'Hugo Mola. Mais je reviens quand même à cette confrontation, Julien. Elle avait été importante quand même dans votre construction et dans votre, on va dire, dans votre renouveau et votre séduction du public bordelais. Oui, en plus, quand je joue contre le Stade Toulousain, c'est toujours un super match, mais en plus d'autant que le président a son entreprise à Toulouse, donc lui, il s'en faisait quand même une. C'était personnel aussi des fois, je pense, et ça avait toujours un peu. Julien, on a un petit problème de transmission. Je ne sais pas si tu as bougé, mais en tout cas le réseau est moins bon. Le temps que tu te. J'ai pas bougé. Ah, t'as pas bougé, donc c'est. Non, j'ai pas bougé. Ça doit être un coup de Johan qui t'envoie des ondes comme ça, dès qu'on parle des souvenirs de ce match. Oui, tu disais que donc Laurent Marty, il a son entreprise Toptex, pour ne pas la citer. Il a joué à Toulouse. Et oui, il a joué à Toulouse, notamment chez les Réchelles, mais il est bergeracois, mais en tout cas il est installé à Toulouse. Et donc forcément ça avait une résonance à part. Ouais, un petit peu nous le montrer, mais voilà, c'est en train de devenir quand même une histoire particulière, cette histoire entre Toulouse et l'UBB, parce qu'il y a un respect quand même immense entre Didier Lacroix, Laurent Marty et puis les staffs respectifs, parce que on connaît l'histoire de Yannick avec le club de Toulouse. Avec Clément, tu veux dire? Ouais, là avec Clément depuis. Mais il a été élégant quand même hier. Yannick Bru. Il a relevé, mais il est resté très très classe pour pas mettre de l'huile sur le feu pour rien. Est-ce qu'on peut resituer pour les auditeurs? Oui, parce que Clément cette semaine avait envoyé une petite pique en conf de presse. On lui avait demandé ce qu'il pensait des Galactiques, puisque c'est le surnom qui a été donné à cette ligne de trois quarts surtout de l'UBB. Et Clément Poitrenaud avait dit que pour lui les Galactiques c'était ceux qui gagnaient les matchs en jeu, les matchs importants. Donc c'était une petite pique gratuite, je pense. Donc le vestiaire et Yannick se sont bien servis pour remobiliser les troupes hier, et d'ailleurs Yannick l'a dit, mais il a été intelligent pour pas mettre d'huile sur le feu, parce que je le répète, je pense qu'il y a une relation vraiment très particulière entre ces deux clubs. On a vu d'ailleurs Toulouse était intéressé par Moefana, et puis quand Laurent Marty a dit qu'il voulait se positionner dessus, Toulouse s'est retiré tout de suite. Donc voilà, c'est quand même beau, je trouve, au-delà de la partie sportive, de souligner l'élégance qu'il y a entre les directions. Est-ce que Julien... Après la moitié du staff quand même est anciennement toulousaine, joué des années au Stade Toulousain, dans des places à France. Oui, parce qu'il y a Brad Poux aussi.
Oui, bien sûr. Il est moins dans la lumière, mais c'est un élément En charge de la central mêlée. du dispositif. Non, si je te suis, Johan, ça veut dire que l'élégance, voilà, c'est une Entre signature toulousaine. Julien, quand même, il y a une petite rivalité. L'élégance et on va dire cette bonne entente dont parle Philippe, elle n'est pas toujours vraie dans les vestiaires. Il y a quand même une petite, voilà, l'UBB, ils ont envie de venir titiller. On l'a vu hier soir, plus que titiller le Stade Toulousain. Ah, ben je pense que quand on joue contre Toulouse, même si on a un gros respect, on veut gagner, quoi. On veut les défoncer, sur le terrain, même si en dehors du terrain on se respecte, voilà. Mais voilà, c'est sûr que oui. Bon, toi, l'évolution de ton poste, tiens, on a vu quand même hier, beau match. Moi, je suis admiratif de l'évolution de Moefana, voilà, qui est un, voilà. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu notes de l'évolution de ton poste de 3/4 centre? Toi qui était un grand gabarit, 1m91, c'était toujours grand et costaud, mais sur le terrain, c'était un 91 au centre, c'est solide. Ouais, moi ce que je note, c'est que c'est les meilleurs qui jouent maintenant. C'est plus forcément le physique qui prime, donc c'est toujours intéressant, quoi, de voir des fois des petits gabarits qui ont d'autres qualités que des grands costauds et voilà, techniquement, il y a certains joueurs qui physiquement ne payent pas de mine, mais techniquement qui sont très bons et qui maintenant ont la chance de pouvoir jouer au haut niveau parce que voilà, les gens se figent plus sur des standards, quoi. Tu penses à qui? Est-ce qu'il y en a un un 3/4 centre ou deux, qui retiennent ton attention, que tu aimes bien suivre? Alors franchement, je regarde pas mal le rugby. Non, il y en a. Je citerai pas de nom. Non, j'ai pas envie de prendre parti, mais ouais, il y en a il y a des super joueurs, quoi. Bon, Johan, Oui. est-ce que tu peux, toi, nous dire ce que tu as aimé en fait de cette justement de l'évolution de ce poste. Je parle de centre ou ailier, Du etc. centre. Ouais, bah oui, parce que t'aurais pu y jouer finalement. Effectivement, j'aurais pu y jouer, mais il y a des joueurs beaucoup plus talentueux que moi, comme Pitahaki. Voilà, c'est pas forcément des gros gabarits, mais qui sont durs à l'impact, qui sont capables de faire une passe de 15 mètres de chaque côté, de faire des off-floats. Je pense au petit Paul Coste aussi, qui apporte un vent de fraîcheur au sein du morphotype du centre. On avait l'habitude d'avoir des Julien Ray de 1m90, de le prendre toute la journée, ou des Yannick Josion, et on savait que ça allait faire mal, hein. Mais là, on a ce genre de petits gabarits qui arrivent et qui sont capables de nous faire un crochet, de nous rentrer dedans aussi, parce que Pitahaki, on l'a vu, est très costaud. Donc, je pense, aujourd'hui, au centre, ce sont des joueurs très, très, très complets. Dernier petit mot, Julien, sur Colomiers, le club où tu as éclos. Voilà, est-ce que tu les suis? Est-ce que quel est ton lien toujours avec le club de la banlieue toulousaine? Alors, je les suis pas forcément à la télé, mais j'essaye tous les ans d'aller voir 2-3 matchs, quoi, au stade Bendichou, quoi. Et bon, c'est super. Ils ont vachement évolué. Ils se sont bien installés en Pro D2, voilà, chose qui était un peu difficile au départ. Et là maintenant, ils sont bien installés. Ils jouent les premiers rôles. Je pense que l'objectif c'est de se qualifier tous les ans, quoi. Ouais. Alors, juste pour la parenthèse, c'est un très beau club qui a toujours eu de grands présidents, parce qu'il y a eu bien sûr Michel Bendichou, mais son successeur Alain Carré est vraiment un très grand président qui avait été pressenti à un moment pour la Ligue avant que René Bouscatel sorte du bois. C'est un grand dirigeant du rugby, et c'est vrai que là, en plus, ils font un très bon début de saison. Là, je crois qu'ils sont deuxième et ils s'installent vraiment là. Ouais, 4 victoires. Tu as des choses à faire avec Colomiers, Philippe? Pas du tout, mais je m'entends très bien. Okay. Je m'entends très bien avec Alain Carré. D'accord. Voilà, je trouve qu'il faut saluer. C'est des clubs qui ont une vision moyen-long terme, qui s'y tiennent avec peu de moyens, mais qui finalement surperforment. Quand tu regardes aujourd'hui ce qu'ils font sportivement par rapport à la comparaison des budgets, mais Colomiers surperforme toujours. Ouais, c'est le mot de la fin. Toi, Philippe. On espère en Merci. tout cas qu'ils vont Quand continuer j'ai tombé blanc-seing comme ça me... leur belle saison. Merci Julien Ray d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et ancien 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Bègles et de Colomiers et de l'équipe de France également. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. À très bientôt. Dans un instant, on va parler de Pro D2 dans les vraies voix du rugby avec Mauricio Reggiardo, qui lui aussi fait l'actualité parce que, il quittera son poste à la fin de la saison. On va en parler avec lui dans un instant.
Sud Radio, votre attention. Et Yoann Huget, Philippe Songuero sont là, bien sûr. Vous aussi au 0826 300 300. Et les invités qui se succèdent. On a parlé de Top 14. On parle désormais de Pro D2. Une Pro D2 qui est un petit peu en vacances actuellement. Il y a une petite pause après un premier bloc de 5 matchs. Mais il y a une petite info qui est tombée. C'est celle qui concerne Mauricio Reggiardo qui quittera Provence Rugby à l'issue de cette saison. Il est avec nous, l'entraîneur en chef de Provence Rugby, Mauricio. Et on est content de t'avoir avec nous. Bonsoir Mauricio. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Donc là, c'est une semaine un petit peu plus cool pour toi, mais tu en as profité pour officialiser ton départ. Ouais, enfin, c'est une réflexion que j'avais un peu... J'avais posé des questions à ma famille, à ma femme, à mes gosses. Et aujourd'hui, on fait un métier dans lequel il faut pas mal de planètes soient alignées. Donc, il faut un groupe de joueurs, il faut un groupe de staff, il faut un environnement. Et moi, ça fait ma 4e saison, plus les bouts de temps que j'arrive en cours de saison quand le club est en difficulté. Et je crois que dans la vie, il y a des cycles. Et je crois que je me rapproche de la fin de mon cycle à Provence Rugby. C'est bien de faire les choses dans l'ordre, pas faire l'année de trop, pas faire les choses. C'est pour ça que j'avais communiqué à mon président en début de semaine. C'est très bien passé. On a décidé de communiquer aux joueurs et au staff à la fin de notre match contre Oyonnax. Bon, la victoire 38-3, Provence est actuellement 4e de Pro D2, 3 victoires, 2 défaites, 4 points du leader Biarritz. Autant dire que, on va dire, tous les voyants sont au vert. Mauricio, y a-t-il pas un risque un petit peu de flottement là vis-à-vis des joueurs? Voilà, c'est le seul risque entre guillemets. On comprend ce que tu nous dis par rapport au fait de la fin de cycle, mais par rapport à la saison en cours, aucun risque de déstabiliser ton équipe? Je ne pense pas parce que j'étais toujours franc et honnête avec mes joueurs. Je crois qu'il n'y a pas un bon moment pour annoncer la décision comme la mienne. Et je crois que c'était bien fait, c'était dans l'ordre, c'était respectueux de la part du club, de ma part aussi. Le club il est en train d'évoluer, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Ça va permettre de clarifier la situation de tout le monde, au président et à Philippe de venir monter un organigramme pour la saison prochaine. Et à moi, ça me permet de garder toute mon énergie, que j'en ai beaucoup, pour cette saison, pour continuer à préparer chaque semaine. Et j'ai envie de bien finir. Et je crois que les joueurs ont envie qu'on finisse bien ensemble, et le staff aussi. Philippe Songuero avec toi, Mauricio, et Yoann Huget également pour échanger justement, parce que tu parlais de Philippe, c'est Philippe Saint-André qui sera directeur du rugby à Provence à partir de la saison prochaine. Salut Philippe, salut Mauricio. Yann. Salut Mauricio. Ouais, on parlait justement de cette notion de cycle, on en a parlé pas mal avec des managers, notamment avec Christophe Furios encore la semaine dernière, et c'est vrai qu'on sait que pour avoir la quintessence de ton effectif, les joueurs que tu veux vraiment pour ton projet, il faut 3 voire 4 saisons, et donc la question que tu t'es posée, c'est celle-là de te dire, bon, si je repars, c'est pour un nouveau cycle aussi long, et peut-être que tu n'avais pas les réponses et pas l'énergie pour te projeter aussi loin. C'était ça la question? Non, c'est aussi la stabilité familiale. Je crois qu'on arrive à un certain âge que la vie sociale elle est importante aussi. Être très proche des gens que tu aimes, partager des moments avec les gens que ça te fait bien. Et je crois que me rapprocher un peu de mon entourage et des gens que j'aime bien, c'est aussi un motif. Il n'y a pas que le rugby. Le rugby, bien sûr, on arrive en 4e année avec un groupe que j'ai construit. Ce groupe-là, je crois qu'il y en a 17 joueurs en fin de contrat. Pour repartir pour un nouveau cycle, c'est un sacré boulot. Il faut beaucoup d'énergie. Et moi, je suis sûr que j'ai l'énergie pour bien finir l'année.
Et certainement, tu aurais l'énergie pour démarrer un nouveau projet. Mais je crois que c'est bien. J'aimerais très bien finir là, avec, parce que chaque année, on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Et l'an dernier, on est arrivé en demi-finale. J'aimerais aussi cette année faire la meilleure saison de l'histoire du club encore et bien partir. Et peut-être finir en top 14. Johan Huget avec Mauricio Reggiardo. Ouais, salut Mauricio et félicitations déjà pour ce que tu as fait et ce que tu vas finir. Mais on sent vraiment un soulagement quand tu parles d'avoir annoncé cette décision. C'est une décision qui te pesait et on te sent là totalement délesté d'un poids et quasiment soulagé. Je me trompe pas? Oui. Non, mais je suis vraiment soulagé. L'effet d'avoir pris la décision, de l'avoir communiqué, ça m'a donné une énergie de fou pour Champigny bien finir. Pour l'instant, je n'ai pas autre projet. Ça veut dire que je me rappelle la saison que je quitte HN et que j'arrive à Castres. J'avais tous les mercredis, je prenais la voiture, j'avais préparé l'autre projet. Là, je n'ai pas d'autre projet. Ça veut dire que, comme je dis au président, il a la chance d'avoir Mauricio Reggiardo 100% d'énergie avec les clubs jusqu'à la fin de l'année pour l'instant. Et je vais faire le maximum pour bien finir avec ce groupe de joueurs, avec ce staff et avec les clubs, parce que je crois que j'ai beaucoup apporté au club et le club m'a beaucoup apporté. Et c'est bien de bien finir. Quel sera ton port d'attache à partir de l'été 2025, quand tu auras terminé ta mission à Provence? Tu reviens dans le Tarn? Ouais, non, mais je sais pas. J'aime le rugby. C'est ma passion. Ma famille, elle aime le rugby. Je veux faire le rugby, c'est sûr. Ou, je sais pas, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas aller à un environnement que ça vous correspond pas. Il faut vraiment trouver les bons projets. Je crois que si je continue à faire une bonne saison avec Provence, certainement, j'aurai des opportunités. C'est moi, pour l'instant, je suis frais, je suis très bien. Moi, je sais qu'en faisant une très bonne fin de saison avec Provence, ça va m'ouvrir des portes, certainement. Ouais. Et est-ce que dans un coin de ta tête, il y a le rêve de faire un bout de chemin avec Hugo Mola? Ouais, tu sais, on a fait un petit bout de chemin au début à Massamé. Et depuis on est, pourquoi pas, un jour ça peut arriver. Et je crois qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je crois que intérieurement chacun pense on se le doit peut-être essayer un jour pourquoi pas, mais c'est pas notre priorité, c'est juste peut-être la vie il nous a fait amis mais pas pour travailler ensemble et c'est vite aussi. Quentin Cabanis, une question pour Mauricio. Bonsoir Mauricio, j'ai une question, savoir ce qui allait à l'avenir de votre staff, justement Rémi Ladoge et Dupuis, savoir si eux ils allaient rester ou si leur avenir est lié au vôtre. Non, moi j'ai toujours dit au président que je voulais pas que les coachs soient liés à moi. C'est pour ça que Rémi Ladoge, il avait re-signé depuis la saison précédente. Il reste encore un an de contrat. Et cette année, à la fin de la saison, j'ai donné la liberté à Julien de négocier avec le président et Julien a signé 2 saisons. Ça veut dire que les deux sont sous contrat. Rémi Ladoge 25-26 et Julien 25-27. Mais sont complètement, c'est bien si c'est, après c'est au président de trouver les bons organigrammes avec Philippe et pour le bien du club. Bon, c'est en tout cas une situation claire qui s'annonce. Voilà, c'est reprise du bloc. Là, les joueurs sont en vacances actuellement. Ouais, on a coupé une semaine. On reprend samedi prochain. On a un déplacement à Angoulême costaud et après 6 jours après on reçoit Brive. C'est un très bon test comme ça a été aussi au Unax. Voilà, tu as vu aussi l'évolution quand même de la Pro D2 depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu pourrais la décrire? C'est un choix à viande cette Pro D2. Franchement, c'est dur. C'est dur. La semaine que ton équipe elle va prêt au combat, que ton équipe elle a un peu moins d'énergie, qu'il y a un peu moins d'investissement dans la semaine des joueurs.
tu le payes cash. Tu le payes cash. Et aujourd'hui, quand tu vois le nombre des victoires à l'extérieur qu'on a eu, je crois qu'on doit être à 45-50% de victoires à l'extérieur depuis le début d'année. Mais c'est bien. Ça veut dire que les championnats, il monte à des niveaux, qu'il n'y a pas de match. Je me rappelle les premières années quand j'étais à Chine, je crois 2017, et il y avait Vannes qui venait de monter, on a mis 49-0 à la maison, mais dans la semaine, tu savais déjà que l'équipe qui montait, c'était plutôt une semaine décontractée. Là, cette année, quand tu vois Nice, la dernière Dax, la dernière Valencia-Roman, chaque semaine, il faut bien se préparer, chaque semaine, il faut être prêt. Et moi, je continue à utiliser la formule de 24 heures. 24 heures pour savourer une victoire et pour digérer une défaite. Et c'est reparti à nouveau parce que chaque semaine, on a un nouveau défi, il faut être prêt. Moi, je retiens cette phrase, Mauricio, pour te remercier. La Pro 2 est un hachoir à viande. Voilà, merci. Et nous, si tu veux quand même faire des émissions délocalisées, à Aix, on vient quand tu veux. Il y a le soleil, il fait beau. Hein, on sait. Il y a des bons vêtements, ça va. Merci Mauricio d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et bon match à Soyons-Angoulême, ce sera le 11 octobre. Ou en tout cas le week-end du 11 octobre. Et on se retrouve très vite sur Sud Radio. Merci à vous, bien sûr, toute l'équipe Sud Radio. Et vous les auditeurs que vous avez appelés au 0826 300 300 pour les vraies voix du rugby, les vraies voix du foot, c'est demain. Mais tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessy qui est avec nous. Bonne soirée.